on a beaucoup parlé de l'art du prompt. C'est quelque chose que j'ai essayé d'établir avec mes élèves, enfin de favoriser avec mes élèves, parce que je me suis rendu compte qu'ils travaillaient déjà un petit peu avec GPT, mais qu'ils ne savaient pas forcément bien le faire. Alors plutôt que de lutter contre, j'ai essayé de travailler avec, et leur montrer comment ils pouvaient faire mieux que ce qu'ils m'avaient fait en général. Je leur avais dit qu'ils auraient un travail d'invention à faire, mes élèves de première, et je leur avais demandé de réfléchir à la maison en amont. Ils allaient devoir écrire un portrait à la manière de La Bruyère, puisque La Bruyère c'est une œuvre qu'on étudie en classe de première. Et très souvent, voilà, je leur ai dit, mais entraînez-vous, je vous donne le sujet avant l'évaluation, entraînez-vous, utilisez les moyens modernes d'entraînement, et leur suggérant ainsi d'aller voir ce que GPT pouvait donner. Et bien sûr, j'ai corrigé des devoirs pas terribles. Voilà, on était en début d'année. J'avais déjà fait une expérience un peu similaire avec eux, quand on ne parlait pas encore de ChatGPT, mais d'OpenAI, sur comment interroger un sujet de dissertation. Et le fait d'interroger l'intelligence artificielle, c'était déjà un moyen d'arriver à questionner le sujet de dissertation. Donc ça avait déjà été une expérience en amont. Et donc voilà, ça a donné ça. Et donc pour moi, c'est une séance de correction de devoirs, puisqu'ils m'ont souvent fait des choses pas terribles en classe. C'est un devoir en classe, mais préparé à la maison, on est d'accord. Et donc, certains élèves avaient les ordinateurs, et puis d'autres n'avaient pas. Et donc, moi, j'avais déjà préparé mon cours, et ça, c'est ce que j'avais en main, me mettant à la place d'un élève. Et on a travaillé sur cette première version du prompt. Ok. En fait, voilà, la première version a donné ça, donc ça a donné lieu à un questionnement en classe. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au cours, par rapport à ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous pourriez rajouter, qu'est-ce qui manque? Et donc, il manque, je viens de passer à chaque fois, donc il manque, certains élèves tout de suite m'ont dit, il manque de l'ironie, très bien. Et donc, voilà, donc ça a donné lieu à une réécriture du prompt, et à chaque fois, je leur ai demandé de noter la version. Voilà, ils ont décidé que ça valait 12. Ensuite, je leur ai demandé, voilà ce que ça donne quand on a demandé, donc prompt suivant. Quand on a demandé en fait à GPT une version plus ironique du portrait, voilà ce que ça donne. Donc on s'est amusé en classe à souligner l'ironie. Donc l'objectif en tant que prof de français est double, hein. On repère l'ironie au passage. Et on leur demande ce qui manque encore par rapport à ce qu'on a fait en classe. Et on a bien vu que les portraits s'ancraient dans une situation de type anecdote. Et donc là ça donne lieu à une renotation de la part des élèves. Donc ils montent un petit peu la note. C'est un procédé un petit peu ludique pour leur montrer que plus il y a d'ingrédients, plus la note augmente. Et donc on a réécrit le prompt une deuxième fois en fait. Voilà, et donc vous voyez ici, là on a demandé à GPT de reprendre la version initiale ou la version seconde, mais d'ajouter cette fois-ci une anecdote. Et donc pareil, moi je distribue aux élèves mon support, les autres font en live sur l'ordinateur. Et on repère ce qui est de l'ordre de l'anecdote. Bon, les élèves sont plus convaincus, mais quand même, il nous manquait quelque chose. Donc, bon, là, après, c'est le jeu du prof par rapport à ce qu'on a fait en classe. On arrive très vite à dire qu'il manque un dialogue. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand les élèves ont testé un troisième prompt en demandant à GPT de construire le même portrait, mais en ajoutant un dialogue, et on est arrivé à des difficultés, puisque le dialogue dans les portraits de La Bruyère, c'est certainement pas un dialogue comme on a au théâtre ou comme on a dans un roman. Et donc là, on est peut-être un petit peu arrivé à la limite. En tout cas, moi, je me suis arrêtée là dans mon cours. Et donc, voilà, c'est pareil. Ils ont renoté et ils sont arrivés à une note qui leur a paru satisfaisante. Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est la conclusion de tout ça. C'est que c'est cet élève qui me dit « Oh là là, madame, c'est long, c'est long, on a passé 1 heure pour arriver à cette version. » Un 17 quand même, ils étaient contents d'eux. Moi, j'ai voulu leur montrer que, voilà, ça demandait vraiment du travail, ça demandait vraiment d'écrire, de réécrire, et d'où cette idée de l'art du prompt. Et du coup, ils étaient presque un peu déçus parce qu'ils pensaient que GPT allait leur faire leur travail tout seul. Or, ils ont pas mal travaillé dans cette histoire. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est une autre expérience. Je leur ai donné à faire à la maison un commentaire, chose que je ne fais quasiment jamais. On sait pourquoi, les devoirs à la maison, je ne reviens pas dessus, en termes d'inégalité par exemple. Mais cette fois-ci, j'étais prise par le temps et je leur ai donné un commentaire d'une page presque au hasard dans La peste de...
plus la peste, mais c'est La chute de Camus, voilà, merci. Et je leur ai donné le plan avant, d'abord pour avoir des devoirs consistants, hein, pour que tout le monde puisse démarrer, et ensuite pour être sûr qu'ils n'aillent pas quand même me chercher autre chose ailleurs, parce qu'ils cherchent parfois mieux que moi sur Internet. J'étais pourtant sûre qu'on ne trouverait pas, mais bon, voilà, j'ai un petit doute. Et donc voilà, alors c'est un extrait donc de La chute, je leur donne le plan, et Le Grand 1, c'est un texte hybride entre monologue et apologue. Voilà, donc voilà ce que ça donne quand on rentre juste ce prompt, fais le commentaire de ce texte comme si tu étais un élève qui passe le bac. Moi je leur donne cette capture d'écran, ce texte-là, et on analyse avec l'élève. Donc pédagogiquement c'est assez intéressant parce qu'ils se rendent compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Alors bon, déjà ils ont tous remarqué l'erreur, hein, GPT parle de Sartre. Ça c'est une erreur qui est plutôt humaine, c'est-à-dire que moi j'ai copié-collé le texte sans copier-coller le paratexte et le nom de l'auteur. GPT n'a pas trouvé, mais enfin bon voilà. Et je me suis dit en fait, plutôt que chercher justement ce qui va pas, on va essayer de chercher ce qui va. Mais quand même, on est obligé de remarquer que avec GPT, on a beaucoup de paraphrases. Il nous raconte le texte, mais il n'est pas dans l'analyse. Et c'est sans doute parce que les élèves n'ont pas rentré le titre de ma première partie que je leur avais suggéré. C'est la diapositive suivante. Donc quand on réécrit le prompt en mettant bien dans l'intitulé le plan suggéré par l'enseignant, on arrive à des choses plus intéressantes. Et là, c'est encore un travail d'analyse avec les élèves qui leur permet d'acquérir la méthode au passage. Hein. Donc on a vu qu'il y avait des connecteurs, on a vu que chaque paragraphe avait bien une unité, ce que nos élèves font difficilement. Et on a vu aussi que GPT avait des connaissances dans l'apologue, sur l'apologue et le monologue. Et ça aussi, c'est l'occasion de dire à nos élèves que dans un commentaire, on attend aussi de trouver des connaissances. Donc tout ça, c'est bien, mais on est tous d'accord, c'est pas ancré dans le texte, il n'y a aucune justification, aucune citation. Donc on réécrit, encore une fois, et là vous avez compris le principe, donc je vais aller plus vite. Cette fois-ci, on dit à GPT, reprends ton analyse, donc il garde bien le même texte, hein, faut pas recommencer, en ajoutant des citations extraites du texte. Et là, on s'aperçoit que c'est quand même bien mieux. Il y a des citations, c'est un peu plus ancré. Voilà. Et puis, moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, parce que ce texte, c'est quand même pas un apologue, et parce que moi aussi, j'ai des connaissances sur l'apologue, et donc ça, c'est un autre travail avec les élèves, bien sûr. Hein. Quand je dis moi, c'est l'élève. Et voilà, je lui ai demandé vraiment ce qui différenciait ce texte de l'apologue, et je vous avoue que la réponse est quand même assez pertinente. Voilà. Donc ça, c'est une utilisation dans l'esprit de travailler les épreuves du bac. Et la conclusion, c'est que l'IA reste une aide, mais encore une fois, tout le travail reste à faire. Et ça, c'est 1 heure de travail en classe. Voilà. Donc, je me suis intéressée maintenant avec une classe de 6e à comment je pouvais faire écrire avec l'intelligence artificielle. Et donc, on change complètement de public cette fois-ci. Et j'ai utilisé un site, Bedtime Story, que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux. Et donc en fait c'est un site qui permet 2 entrées et 2 utilisations différentes avec les élèves. Le premier c'est le mode aventure. En fait il y a 1 heure de travail en amont. L'élève doit écrire une sorte de pitch qui va être le résumé de l'histoire d'aventure, du récit d'aventure qu'il veut créer. Ça prend 1 heure de travail. C'est-à-dire qu'avec les élèves, dans la diapositive suivante, on les voit au travail. Vous voyez, c'est le numéro 1. Ils sont vraiment avec le crayon, le papier, le cahier, et ils essaient de formuler le plus possible, le plus précisément possible ce qu'on peut appeler un prompt ou un pitch, mais qui va donner les grandes lignes de leur histoire. L'occasion pour moi de parler de cadre, de lieu, de définition des personnages, d'aide, d'opposants, voilà, ce genre de choses auxquelles les élèves sont quand même assez familiers, mais c'est l'occasion de le revoir. Au bout d'1 heure, ils ont réussi quand même à écrire un prompt que moi j'ai validé. Voilà. Et ça, c'est une vraie séance de travail et d'écriture. Ensuite, il y a 2 modes d'utilisation dans ce site. Soit le mode aventure, où c'est un peu le modèle, le livre dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un souvenir d'enfance. Et donc, l'IA va générer un chapitre 1 à partir du prompt de l'élève, ou du pitch, pardon, et il va lui faire 3 propositions pour suivre. Donc, pour les élèves qui ne sont peut-être pas très créatifs, ça peut être un mode intéressant. Et à chaque fois, ils opèrent des choix. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ils arrivent à la fin à une histoire qui est assez jolie, hein, vous voyez, puisque ça fonctionne aussi avec des intégrations d'images liées aussi à l'intelligence artificielle. Et ils ont une histoire achevée. Voilà, ça c'est un mode intéressant pour stimuler l'imagination. Le mode qui m'intéresse davantage, c'est le mode story. Alors là, c'est pareil, l'élève va écrire son pitch, toujours 1 heure de travail, et l'IA va entièrement générer l'histoire.
Alors là, vous pourriez me dire, d'accord, mais bon, où est l'activité vraiment pédagogique, hormis dans l'écriture du prompt initial, qui est déjà vraiment un travail important. Je le rappelle, j'ai mis 1 heure pour y arriver en demi-groupe. L'intérêt, c'est que on a une possibilité d'éditer l'histoire générée par l'IA. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant puisque l'élève est dans la réécriture et il devient co-auteur ou co-créateur. Et l'IA est là pour peut-être stimuler son imaginaire, peut-être l'aider aussi dans la maîtrise de la langue. Peut-être que l'IA aura formulé des idées qu'il aura eues lui-même. Mais moi, j'ai en tête cette parole d'une de mes élèves qui me dit moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle a écrit. J'ai pas du tout envie que ça se passe dans un tunnel. J'ai plutôt envie que ça se passe dans une grotte. Et ça, c'est véridique. Hein. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que l'élève repasse derrière l'IA et améliore son histoire. Voilà. Et donc, cette idée de collaboration avec l'IA, je la trouve intéressante, puisqu'on n'est pas dans un terme de l'IA va faire le travail à la place d'eux. Voilà. On est vraiment, on va travailler avec. Et puis, ça donne un sentiment un petit peu de supériorité à l'élève, puisqu'il a la main sur l'IA, il corrige l'IA, et son imagination à lui reste au cœur de l'histoire. Voilà, donc c'est 2 modes qui m'ont paru assez intéressants à partager avec vous. Et là, vous voyez les élèves au travail. Donc dans l'image 2, c'est l'écriture du prompt. Dans l'image 3, c'est le mode aventure où il fait des choix. Et dans l'image 4, c'est vraiment le mode story. J'ai des petites vidéos là que je ne vais pas lancer, mais on voit vraiment l'élève en train de repasser derrière l'IA. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant en termes de co-création. Voilà, puis une dernière vraiment expérience, si vous pouvez passer à la suite. C'est l'idée d'un assistant personnel de l'élève. Donc ça, je pense que c'est une piste à développer dans les années à venir. La première expérience que j'ai pu mener, c'est avec GPT. Rapidement, j'ai demandé, les élèves ont demandé à GPT de générer des fiches pour lui. Voilà, ma conclusion pour aller très vite, c'est que les élèves ont bien mené cette activité, mais qu'il leur reste quand même à apprendre les fiches. Ça, c'est une autre démarche. Voilà, on continue. Vous voyez là, j'ai utilisé un autre site, c'est pdf.ai. Et donc là, dans le site, vous lui donnez à manger, vous lui donnez des données, c'est-à-dire là, on a donné carrément l'œuvre, c'était Manon Lescaut ou Apollinaire. Et par rapport à un sujet de dissertation, l'élève peut interroger le PDF. Et ce qui est génial, c'est que non seulement il y a une réponse un petit peu argumentée à la question posée par l'élève, mais il y a aussi les pages en dessous où l'élève peut cliquer pour se rendre et vérifier le texte, le citer. Donc ça m'a semblé très intéressant. La dernière, c'est interroger une vidéo. Ça, j'ai trouvé vraiment chouette. Hein. Je leur ai donné 1 heure de vidéo sur Lagarce, que je travaille, donc mes premières. Et la vidéo, en fait, crée un résumé avec la timeline. Donc vous pouvez vous reporter à l'endroit précis de la vidéo pour reprendre certains passages. Moi, je pensais que l'intelligence artificielle, telle que vous la pratiquez, elle pouvait aider aussi les élèves à handicap, dysorthographie, mais aussi handicap physique pour écrire. Qu'est-ce que vous avez observé que dans la mise en confiance par rapport à l'écrit, que ça changeait par rapport à ces élèves handicapés? Alors, élèves handicapés, je ne vais pas trop m'aventurer parce que j'ai pas vraiment mené d'expérience, mais élèves en difficulté par contre. Voilà, tous les élèves qui ont des difficultés à écrire, le fait que l'IA soit une sorte de lanceur, en fait, de propulseur, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ils sont tous à égalité au départ, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Je voulais savoir quelle était votre expérience juste en termes de qualité de critique. Voilà, vis-à-vis des textes, on est sur des territoires littéraires, donc des territoires sensibles. Oui. Vous parliez tout à l'heure de manque d'ironie. Ce qui se révèle, c'est que ChatGPT est très mauvais en humour. Et comme vous le savez, l'humour est constitutif de notre humanité. Voilà, donc quand on est on le fait interroger des textes littéraires, jusqu'à quel point un outil comme ça est pertinent pour porter un regard littéraire, évidemment. J'ai presque envie de vous répondre jusqu'au point où vous aurez passé énormément d'heures à refaire votre prompt. Voilà. Concrètement, c'est vrai que dans le site Bedtime Story, très vite les élèves ont remarqué que c'était une figure de boucle qui revenait. C'est-à-dire, si vous écrivez, c'est l'histoire d'un enfant qui vole dans les airs. Très vite, il va y avoir une première situation de problème. Il rencontre un enfant dans la rue qui a été à qui des voleurs ont dérobé son sac. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez l'aider? Est-ce que vous appelez au secours? Ou est-ce que vous continuez votre route? Et dès que l'élève a commencé à faire un choix, le chapitre suivant, c'est quasiment le même scénario, mais avec une variante. Donc effectivement, il y a des limites. Mais les limites, j'ai envie de dire, c'est à nous de les dépasser en réécrivant le prompt de façon à se servir vraiment de l'IA à nos fins. Voilà.
Une fois que vous avez utilisé durant l'année l'IA, quand ils sont revenus sur papier, il y a des progrès, il y a des blocages, qu'est-ce que ça change? Je sais pas, en fait, je pense que ça change dans la mise en confiance, mais moi, au niveau de la méthode, par exemple, du commentaire et de la dissertation, bah, j'espère que ça leur a permis de voir autrement comment était constitué un paragraphe de commentaire et comment on interrogeait aussi un sujet de dissertation. Voilà, donc je pense que ça ancre un peu plus la méthode et ça donne un peu plus confiance, mais surtout ça crée une activité ludique et immédiatement engageante pour les élèves. Voilà. Merci beaucoup, Madame Doge. Contrairement à la très riche expérience qui vient de nous être présentée, ici, donc c'est bien un cours à l'université, donc on a beaucoup moins d'interactions avec nos étudiants. Et contrairement à toutes les expériences qui ont été menées et qui viennent de nous être présentées, non, moi j'ai travaillé dans ma tour d'ivoire. J'ai pas du tout travaillé avec mes étudiants. C'est juste que la temporalité de l'université est telle que, bon, de toute façon on a eu des blocages, donc je les ai plus vus. Maintenant ce sont les partiels, puis c'est les vacances. Donc dans mon esprit, il y a une très belle image qui a été exposée hier sur... Il y a des voitures qui ont été mises à disposition de tous les étudiants. Ils ne savent pas conduire, ils ne connaissent pas le code de la route, mais on sait qu'ils vont utiliser cette voiture. Nous sommes des moniteurs qui ne savent pas non plus comment utiliser cette voiture. Donc ma perspective c'est... Voilà, on ne peut pas faire contre ChatGPT, il faut faire avec. Donc il faut se saisir de cet outil aussi nous-mêmes, et je dois convaincre mes collègues de s'en saisir aussi, puisque de toute façon tous nos étudiants vont l'utiliser. Donc c'est dans cette perspective que j'ai commencé à travailler. Je suis enseignant à Panthéon-Sorbonne, donc et mon plus gros cours c'est de la L2 en mathématiques. Et donc je me suis très vite saisi de cet outil pour lui faire des maths. Et j'ai vite été déchanté, évidemment. C'est un LLM, on l'a dit hier, on va peut-être passer. Il n'y a pas de stabilité de résultat, c'est-à-dire vous posez 2 fois la même question, vous aurez 2 réponses différentes. Ce qui, pour des calculs, n'est pas possible, évidemment. On parle beaucoup de ChatGPT, notamment dans la presse, en disant « mais oui, il hallucine » ou bien « il fait n'importe quoi ». C'est pas mon propos. Il y a moyen de le rendre intelligent, notamment en payant la version 4. J'y reviendrai tout à l'heure et je vais expliquer pourquoi. Ça a vraiment tout changé. Moi, ça fait 6 mois que je l'utilisais sur des mathématiques avec la version 3.5, avec de très piètres résultats. Mais là, j'ai commencé à avoir de sérieuses pistes à proposer. Donc, en premier lieu, donc, on sait qu'à l'université, l'étudiant doit se responsabiliser, il va travailler en autonomie. On délivre un discours en cours magistral, c'est 2 heures par semaine, derrière il doit y avoir 2, 3, voire 4 heures de travail de l'étudiant pour s'approprier des concepts. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cours de maths? Un chapitre, c'est quoi? C'est un concept, une définition, éventuellement un grand théorème qui lui est associé avec la démonstration si on va un petit peu plus loin, et puis après on montre comment ça fonctionne avec des applications empiriques ou concrètes ou des exemples numériques. Je veux dire, c'est toujours construit de la même façon. Comment ici ChatGPT peut venir assister l'étudiant? Donc, travail en autonomie, j'insiste, à l'université, on les voit très peu, le gros du travail doit être fait en autonomie. Eh bien, ChatGPT peut, là il le fait bien. L'enseignant va donner la définition du concept et va essayer de l'expliquer, mais il va l'expliquer avec son propre langage qui n'est pas forcément celui des jeunes qu'il a en face de lui. D'accord ? Il y a un fossé générationnel et ça va très vite. Eh bien, ChatGPT peut reformuler ce concept, c'est-à-dire qu'il peut redéfinir, mais toujours en restant correct, puisque ce sont des maths, ce sont des objets qui sont correctement encadrés, donc ici il n'y a pas de biais idéologique ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problème, j'insiste, je parle de maths, je cadre bien mon contexte. Eh bien, il va pouvoir reformuler la définition, moins formelle, voire carrément informelle, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc, il peut se mettre au niveau de l'étudiant. Ça, c'est une première chose qu'il peut faire. Il peut expliciter les différentes étapes de la démonstration. Si souvent, ce qui se passe dans une démonstration, on peut être coincé à un endroit,
parce que le saut d'une étape à la suivante nécessite une connaissance que l'étudiant a peut-être oubliée. ChatGPT peut aider. Là, on peut lui dire, je suis coincé de l'étape de la ligne 2 à la ligne 3, il peut aider. Et il peut présenter ici d'autres cas d'application, d'autres exemples numériques. Ça, il est puisé dans sa base de connaissances qui a été construite jusqu'en 2021 avec les sites internet, etc. On en parle depuis hier. Donc il va pouvoir aller chercher d'autres exemples et d'autres cas d'application. Application en économie, en sciences politiques, en droit, j'en sais rien. Il va pouvoir inventer tout ça. Donc ChatGPT, il peut le faire, donc c'est quelque part un assistant personnel, un prof particulier. Le prof particulier, qu'est-ce qu'il fait en maths? Il reprend ce que l'enseignant a dit rapidement en cours magistral, il essaye de s'adapter au langage de l'étudiant ou de l'étudiante et de lui fournir d'autres applications jusqu'au moment où la pièce tombe et ça y est, j'ai compris. Donc ça, ChatGPT peut le faire. Donc voilà l'exemple ici. Alors c'est un petit peu petit, ce sont des copies d'écran. Je me suis amusé juste hier soir, donc ça va très vite. C'est pour vous dire qu'ici, il n'y a pas de problème d'instabilité des réponses. C'est-à-dire qu'ici, je lui demande, définis-moi tel concept. Bon, ici, c'est une valeur propre en algèbre matricielle. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans un manuel. Il n'y a pas de problème, d'accord? Il a été cherché je ne sais pas où, dans un manuel, dans un PDF, sur Wikipédia. De toute façon, ce sont des maths, on est tous d'accord. Ça, c'est la définition formelle. Il nous la fournit très bien. Et on le voit ici, j'utilise bien la version 4 avec l'add-on de Wolfram. Wolfram, c'est la société qui a aussi créé Mathematica. C'est-à-dire que, contrairement à la version 3.5 où il n'y a pas d'add-on, ici, il va s'appuyer sur un logiciel qui est très intelligent et qui fonctionne très bien et qui calcule. Donc ici, en plus, il a toute la base de connaissances de Wolfram. Donc là, il me sort la définition formelle telle que le professeur a pu le présenter ou qu'on a pu la trouver dans le manuel. Si maintenant, je n'ai pas vraiment bien compris, eh bien, je peux recontextualiser, on peut dialoguer avec lui, c'est ça qui est bien, et c'est là l'avantage de ChatGPT en tant que prof particulier. Je dis, ben non, la question, on la voit à peine, mais enfin, je vous la lis, pourrais-tu m'expliquer ce qu'est une valeur propre, mais en considérant que je suis un gamin de 12 ans? Eh bien, il le fait. Il le fait avec des images, voilà, c'est une machine magique qui va transformer des objets. Bon, j'ai mis 12 ans exprès pour aller un petit peu loin, mais voilà, on pourrait lui dire, bon, non, je suis en début de cycle, donc j'ai besoin d'une illustration un peu plus facile. Mais donc c'est pour vous dire à quel point ce LLM peut adapter le langage à son interlocuteur, pourvu qu'on adapte bien le prompt. C'est ça qui est très important. Grande nouveauté avec le 4, c'est qu'il peut générer des images. Il ne pouvait pas le faire avant. Et donc là, il va s'appuyer une fois de plus sur Wolfram. Et voilà la représentation graphique de valeur propre. Alors, on peut lui demander de vous générer d'autres exemples, d'autres exercices. Il le fait sans souci en utilisant Wolfram. Donc voilà, il nous présente une petite matrice et il calcule les valeurs propres qui lui sont associées. Pas de souci. Maintenant, je lui dis, bon, j'ai besoin d'un petit coup de boost là. Peux-tu me générer 5 questions, format QCM, voilà, donc je pose ma question. Ah non, pardon, et ici c'est le détail du calcul des valeurs propres, donc ça il fait aussi pas trop mal. Voilà, ce qui est intéressant, c'est le deuxième cas de figure, après le coach personnel, après le professeur particulier, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme générateur d'exercices. L'art du prompt, on en parle beaucoup, vous allez sur Twitter, vous tapez ça, vous allez tomber sur comment finalement formuler votre prompt. Vous allez pouvoir vous entraîner aussi sur la mezzanine si vous le souhaitez, mais grosso modo ça va toujours être, voilà, donnez-lui un rôle, dites-lui qui vous êtes, définissez précisément votre objectif, mettez des restrictions, quel format de résultat, voilà, ça vous allez le retrouver, c'est comment devenir un art du prompt, voilà, enfin, comment correctement formuler vos questions. On passe, ça on le trouve facilement. Donc voilà, je lui demande de me créer 5 questions format QCM sur le calcul de valeurs propres de matrices d'ordre 3. Format QCM et bim, deuxième question, vous voyez, il va me proposer 4 propositions de valeurs propres pour cette matrice. La bonne réponse n'y figure pas. Et voilà le problème. Le problème, et alors ici, bon, dans la capture d'écran on ne le voit pas, il n'a pas utilisé Wolfram. Donc, j'ai reposé la question. Donc là, c'est pour bien calculer les valeurs propres. Je lui ai dit, mais calcule-moi la valeur propre de la matrice de la deuxième question.
Voilà, là c'est correctement calculé. En effet, ces valeurs propres ne figuraient pas parmi les réponses proposées. Et on voit, il y a le petit logo Used Wolfram. Il a bien utilisé. Donc je lui ai redemandé de me générer des questions. Voilà, utilise Wolfram pour calculer tes réponses. Là, on voit bien qu'il a chaque fois utilisé Wolfram et il n'y a plus de soucis. Moralité, voilà, il faut s'abonner à GPT-4 et s'assurer qu'il utilise bien Wolfram pour les mathématiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Question purement technique, aucun problème d'affichage en termes d'équation, vous savez, parce qu'on peut retrouver ça sur certains logiciels, etc. Alors c'est du LaTeX qui est sous-jacent, ouais. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut lui demander affiche-moi le code LaTeX. Comme ça on peut copier-coller ensuite n'importe où, et puis dans un interpréteur, il n'y a aucun problème. Ça, c'est très LaTeX en plus, LaTeX est intégré. Voilà, oui. Et on peut même taper nos équations directement en LaTeX, il va les comprendre. Mais il comprend d'autres trucs encore. Okay. En termes de code, il est très puissant. Est-ce que, en cours magistral ou en TD, vous avez fait une séance pour présenter un petit peu le bon manuel? J'attends d'avoir cours. Ah, même pas en visio Alors, je me dis que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire de manière personnelle. En visio, c'est quand même assez impersonnel, on sait ce que c'est. Ça a pallié au blocage, mais c'est pas, voilà, c'est pas. Il faut un contact personnel. Il faut accompagner quelque part. On n'aura pas un accompagnement aussi bien qu'au lycée, hein, bien sûr, mais il faut être, à mon avis, il faut être là. Et il fallait que je sois prêt de toute façon, ce qui n'était pas le cas jusque récemment. Donc à partir de septembre. Voilà, on se lance et je veux convaincre mes collègues aussi de franchir le pas, parce que beaucoup finalement en ont peur. Ou nient son potentiel, donc ils n'ont pas franchi le pas, or nos étudiants le font. Donc il est nécessaire de convaincre aussi les collègues de se saisir et de devenir moniteur de ces voitures hein, que l'on donne. Voilà. Bonjour, ici Valérie Wacklet, je viens de Belgique, on se pose tout à fait les mêmes questions que vous, d'autant plus que c'est arrivé juste nous au moment des partiels, donc tous les enseignants ont pris très peur, parce qu'on était en examen. Alors, suite à ça, ils ont voulu faire, ils ont fait comme vous, ils prennent les choses en main, ils disent que ça peut être un tuteur pour les étudiants. Alors, comment est-ce que vous avez mis en place cela avec les étudiants? Parce que nous, certains ont voulu le faire, et puis on s'est rendu compte, auprès d'une enquête, et puis avec leur participation, que finalement, très peu d'étudiants avaient utilisé ChatGPT, alors qu'on pensait que 90% allaient le faire. Ça tombait à 13-15%, donc c'était très peu. Et quand ils ont mis des choses en place, type tuteur dans leur cours, peu en saisissaient l'opportunité, beaucoup continuaient à faire comme avant, alors que les professeurs les incitaient, mais ils n'entraient pas nécessairement dans la démarche parce que pour eux, c'était une chose en plus à faire. Alors que nous, on s'était dit, ils vont saisir ça pour mieux comprendre leur cours parce que à l'université, ils sont moins accompagnés que dans le séminaire. Voilà, il y a deux choses, c'est entre le déclaratif et le pragmatique. Hein, 90 ou 90% qui disent ne pas l'avoir utilisé, en réalité, ils l'utilisent, mais ils l'utilisent, selon mon retour d'expérience, ils l'utilisent à partir du moment où c'est facile, c'est-à-dire comme si c'était un outil de triche. À partir du moment où il faut finalement se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis, c'est une autre histoire. Et là, on revient sur à l'université, c'est la responsabilité, c'est le travail en autonomie. ChatGPT, ça m'intéresse s'il fait mon travail pour moi. Comme ça, moi, je fais rien. C'est pas comme ça. Et donc, à partir du moment où on leur dit, ben non, voilà, ça va être un coach pour vous créer des nouveaux exercices supplémentaires, ça intéresse moins. Donc, le conseil que je donnerais, c'est aussi, si on travaille avec la version 3.5, c'est d'accompagner ChatGPT d'un autre outil, type Mathematica, mais qui est payant. Il y en a d'autres. Il y a GeoGebra qui fonctionne pas mal. Enfin, bon, je ne vais pas tous les citer, mais pour aller vérifier les résultats. Donc, voilà, il y en a qui se disent, voilà, j'ai une voiture, je vais pouvoir aller vite d'un point A au point B. Finalement, quand on voit que, ben non, il faut
bah, il faut réparer le moteur, il faut régler le siège, il faut faire tout ça. C'est déjà un peu moins intéressant, mais néanmoins la voiture ils l'ont quand même. Donc Oui. on va pas pouvoir s'en passer. Oui, tout à fait. Et ça doit vraiment être accompagné par C'est ça. enfin, On n'a pas le choix. Je veux dire, la voiture, c'est pas comme en Italie qui ont essayé de l'interdire, mais ils sont revenus sur leur décision puisque de toute façon, via un VPN, on y a accès. Je veux dire, donc on va pas pouvoir l'interdire. J'ai pas encore accompagné, j'attends de revenir au cours avec impatience. Bah, oui, bonjour. Justement, est-ce que vous n'avez pas peur de vider les amphis? Non, mais ils sont déjà vides. Non, mais faut pas se leurrer, faut pas se leurrer. Le manuel à l'ancienne, j'en discutais avec mon collègue tout à l'heure, ça va disparaître. Les amphis, ils sont déjà vides. Pourquoi? Parce qu'on n'adapte pas un discours à des étudiants qui sont de toute façon férus de YouTube et de TikTok. Donc on a un discours qui est linéaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'interactif, c'est de l'adaptatif. Donc c'est évident que les amphis sont déjà vides. Donc si on peut les accompagner avec les nouveaux outils et les outils qu'on nous a présentés sur le côté, il faut y aller. On va enfin renouer le contact avec eux, je pense. Je travaille sur un projet Erasmus+, autour de la dylexie qui s'appelle Vrelexia, pour utiliser l'IA et la réalité virtuelle pour aider les étudiants dyslexiques. Ça peut avoir des conséquences derrière, et je suis à Nanterre, et j'ai le plaisir de travailler avec un groupe, des représentants d'apprenance, qui sont des spécialistes de l'éducation, de l'enseignement, enfin, de l'enseignement de l'éducation pour les adultes. Alors, deux points préliminaires que je voudrais souligner, et là je me base sur les travaux de Philippe Carré. Alors, des choses qui sont évidentes, mais je crois que c'est ça qu'il faut se rappeler. Un adulte, il apprend pour qu'il apprenne, il faut vouloir, pouvoir, savoir. Hein, il faut qu'il veuille apprendre. On n'apprend rien à un adulte qui n'a pas envie d'apprendre. Il faut qu'il puisse apprendre, donc on a mis en place des dispositifs qui marchent. Et il faut qu'il sache apprendre, c'est-à-dire qu'il ait des méthodes. Moi, je pense que ça, on l'a un peu oublié quand on parle à nos étudiants, parce qu'on est face à des adultes et qu'il faudrait se reposer ces trois questions et voir qu'est-ce que fait l'IA par rapport à ces trois questions. Le deuxième point préalable, c'est de dire que dans l'apprentissage, là aussi en prenant les travaux des sciences de l'éduc, il y a un aspect qui est les concepts, il y a un aspect qui est le lien entre ces concepts, hein, la sauce qu'on fait avec ces concepts, et un aspect qui est la diffusion. Donc on a concept, travail sur les concepts, et après diffusion de ce que l'on a appris. Et donc il y a des actions qui sont des actions de pédagogie qu'il faut mener. Il y a une partie de mémorisation. Si on ne mémorise pas des concepts, on a du mal à faire un raisonnement, deuxième partie. Et une fois qu'on a raisonné, il faut être capable de diffuser ce qu'on a raisonné, troisième partie. J'aime beaucoup le chiffre 3, donc on le retrouve dans tout. Ma thèse était sur quelque chose qui était lié à ça, c'est-à-dire Charles Sanders Peirce. Donc voilà, mémorisation, raisonnement, diffusion. Alors maintenant, si on regarde qu'est-ce que fait l'IA, l'IA sur la partie mémorisation, on n'a d'ailleurs pas besoin d'IA pour ça. Avec Wikipédia, Google, nos étudiants n'ont plus besoin de mémoriser factuellement. Par contre, on peut se dire que s'ils ne mémorisent plus aucun concept, ils ne pourront plus raisonner. Ça, c'est plus embêtant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec les calculatrices. Ils ne savent plus faire des calculs, c'est pas très gênant. Par contre, ils ont perdu la notion de l'ordre de grandeur, ça c'est beaucoup plus embêtant. Donc il y a des conséquences au fait de ne pas mémoriser. Mais on a factuellement, objectivement, tous les outils pour ne pas mémoriser. Donc on est face à une question de qu'est-ce qu'on doit demander à nos étudiants d'apprendre. Il faut qu'ils apprennent des choses, à quel niveau c'est, j'en sais rien, en tout cas je pense que c'est une bonne question. Après vous avez le raisonnement, l'IA, toutes les présentations que vous avez vues vous montrent qu'avec un chat GPT ou avec autre chose, il y a du raisonnement. C'est peut-être pas intelligent, comme le dirait Luc Julia, que je connais et j'apprécie beaucoup ses travaux, mais c'est bien un raisonnement qui est fait par une machine. Donc il ne resterait en fait que la partie dernière, qui est la partie diffusion de ce que l'on aurait appris, qui serait l'apanage de l'être humain. Donc on doit plus pousser nos étudiants à faire du raisonnement critique, c'est exactement ce que nous a montré notre collègue tout à l'heure avec le français, et aussi à expliquer ou à apprendre à nos étudiants à diffuser les connaissances qu'ils auraient apprises. Donc voilà le cheminement à partir de ces trois étapes. Alors maintenant, quelles sont très immodestement, les recommandations ou les choses qui me semblent essentielles à faire pour le supérieur? La première chose, c'est de revoir réellement nos enseignements.
C'est-à-dire de se dire pourquoi on enseigne ça, à quoi ça sert, est-ce qu'on a raison d'enseigner ça. Or ça, bon, j'ai été VP de mon université Nanterre pendant un certain temps, j'ai une certaine expérience, je sais, peut-être que quelqu'un me contredira, qu'on ne se pose pas beaucoup ces questions-là. Ces questions de fond que nos collègues du secondaire se posent depuis très longtemps. J'ai eu la chance de faire plusieurs projets avec le secondaire, et c'est une évidence qu'on est en décalage entre le supérieur et le secondaire. Nous, on a beaucoup de théories, mais on n'a pas beaucoup de réflexion sur la pédagogie, alors que dans le secondaire, il y en a. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est factuel. Pour moi, c'est une évidence. Donc il faut, nous, dans le supérieur, qu'on se repose des questions. Pourquoi on enseigne ça à nos étudiants? À quoi ça va leur servir? Est-ce qu'on est là pour former des gens pour qu'ils travaillent chez Amazon ou pas? Est-ce qu'on est là pour leur apprendre des choses qui vont leur servir demain ou après-demain ou toute leur carrière? Comment on va les accueillir après-demain quand ils vont revenir à l'université? Et à chaque fois qu'on aura répondu à une de ces questions, quelle est la pédagogie qui va avec? On a une activité qui est de comprendre comment on analyse un bilan. Donc ça, c'est une activité, on l'a identifié, on est convaincu que ça sert à quelque chose. Ça s'apprend comment? Est-ce que c'est de l'exercice? Est-ce que c'est de l'apprentissage croisé? Est-ce que c'est du projet? Est-ce que c'est du travail de groupe? Voilà. Donc de faire une vraie cartographie et une vraie réflexion de fond pour épurer nos formations et pour arriver à des choses qui soient, pour moi, plus essentielles. Donc ça, c'est le premier point. Exemple type, l'APC, l'approche par compétences. Tout le monde en parle. Certaines universités sont très en avance, d'autres disent qu'elles sont en avance, mais elles n'ont pas fait grand-chose. Je pourrais vous en citer, etc. Donc ce sujet-là, il faut l'affronter. Il faut arrêter de le mettre sous le tapis en disant on fera une fiche RNCP de temps en temps, mais ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas intéressant. Et moi, j'ai eu plein de collègues, quand j'essayais d'avoir des fiches RNCP, qui me disaient mais Bernard, je ne suis pas une secrétaire. Donc voilà. Donc ils n'avaient absolument rien compris de ce que c'était que cette approche-là. Et c'est encore, je pourrais vous donner des disciplines qui sont très positionnées là-dessus. Donc voilà. Donc premier point, se poser vraiment ces questions-là, même si ça fait mal. Le deuxième point, c'est d'apprendre l'usage de ces outils d'IA. Donc ils ne sont peut-être pas intelligents, pour ne pas rentrer dans un débat, mais en tout cas ce sont des agents autonomes. Et avant, il n'y en avait pas. Donc on est face à des outils, c'est plus un tableur, c'est quelqu'un qui peut faire son truc dans son coin et revenir 15 jours après avec une réponse. Donc on n'est pas du tout avec l'apprentissage d'un marteau. On est sur autre chose. Donc il faut qu'on tienne compte du fait qu'on a des outils intelligents, je dis intelligents, adaptatifs, autonomes. Adaptatifs et autonomes, tout le monde est d'accord. Donc on va garder que ce terme-là. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, par exemple, il y a des modèles. Moi, avec des projets de recherche, on étudie un modèle qui dit l'outil peut remplacer l'être humain, il peut être séquentiel. L'outil IA propose quelque chose, l'être humain choisit. Il peut être séquentiel dans l'autre sens. Moi, je propose des tas de trucs, et puis l'outil d'IA qui peut brasser des tas de critères, il va vous faire une sélection, il va vous trouver la meilleure des propositions. Ou alors, in fine, il peut être collaboratif. C'est exactement ce que vous présentiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des échanges. Et là, je parle d'outils d'IA pour un contrôleur de gestion, pour quelqu'un qui fait du contrôle aérien, pour un ingénieur chimiste, etc. Donc ces 4 niveaux d'interaction possibles, on doit les présenter aux utilisateurs, à nos étudiants, et on doit les réfléchir. Par rapport à ce problème-là, on peut aller vers le remplacement. Par rapport à ce problème-là, si c'est avoir des recommandations de vidéos sur Netflix, bon, c'est bon, l'IA vous propose des tas de trucs, ils font ça très très bien, beaucoup mieux que tout le monde, et nous, en finale, on va appuyer sur le bouton pour choisir. On aura été influencé, mais on est dans ce schéma-là. Donc faire analyser par nos étudiants le schéma de l'usage que l'on a avec l'IA. Donc ça, c'est le deuxième point. Et toujours dans les usages, comprendre que l'on design, ça a été très bien dit dans toutes les présentations ce matin, on design une IA. Ce n'est pas un algo, on ne dit pas on prend un algo et on le balance. On design une IA, je ne vais pas revenir, mais il y a les datas, c'est essentiel. Moi, sur mon projet Vrelexia avec la dyslexie, c'est un énorme problème d'avoir des bonnes données. Et on n'utilise pas un algo, on utilise 3 ou 4 qu'on va faire travailler ensemble. Donc il faut que cette combinaison, ce que nous on appelle un design, il soit expliqué. Et que l'utilisateur, quel qu'il soit, l'étudiant, lui dise voilà, l'outil que tu utilises, il est foutu comme ça. Prends-le comme il est, mais je t'explique, les datas elles viennent de là, et le design c'est ça. C'est donc l'autre point. Toujours dans l'expliquer, c'est l'explicabilité. Ça a été aussi
évoqué par des présentations tout à l'heure, il faut que les outils soient explicables. Ou alors on choisit d'utiliser des outils non explicables. On choisit de dire, je te propose un outil, moi je ne sais pas comment ça marche, et toi tu vas l'utiliser. Moi je trouve que ça pose un problème qui est un problème de fond, qui est un problème très complexe. En tout cas, c'est peut-être une solution, mais en tout cas il faut le dire clairement. Il y a des gens qui sont des chercheurs internationaux très connus, hein, qui disent à un moment donné, il ne faut plus utiliser l'IA dans certaines questions, si c'est le droit de vie ou de mort, si c'est la justice, si c'est ce genre de choses, si on ne les comprend pas vraiment. Et l'explicabilité, je connais ça un petit peu, on a beaucoup travaillé là-dessus, donc je sais à peu près de quoi je parle sur ce petit point. Donc ça, c'est le deuxième élément. Hein. Donc revoir, se reposer des questions fausses en enseignement et dire ce que c'est que l'IA et quels sont ses usages. Une fois qu'on a fait ça, là après on peut aller vers d'autres éléments. Alors je vais passer sur ce qui a été largement couvert, c'est l'évaluation formative pour les étudiants, le coaching de l'enseignant. Je suis tout à fait convaincu que c'est absolument passionnant et qu'on peut le faire demain. Je crois aussi qu'on peut et qu'on doit, et ça a moins été évoqué encore, c'est pour ça que je me glisse là-dedans, sur l'évaluation sommative, nos examens, hein, la question de l'examen. Donc effectivement, si on demande à faire des examens qui sont vraiment excessivement faciles à faire avec une IA générative ou avec un autre type d'outil, on a un problème. Alors comment faire des vraies nouvelles évaluations sommatives? Là aussi, en sciences de l'éducation pour l'adulte, il y a des choses peut-être que vous ne connaissez pas, ça s'appelle la FEST. On pourrait tout à fait imaginer de reconfigurer ou de réinventer des évaluations. La FEST, ça veut dire une évaluation en situation de travail. Donc c'est des choses qui n'a rien de nouveau, hein, qui sont faites depuis très longtemps, mais qui ont des principes d'évaluation qui sont très bien construits, très, très formatés. C'est pas du tout fait n'importe quoi, mais qui permettent de revoir, donc de se reposer des questions sur l'évaluation sommative pour donner nos diplômes, parce qu'à un moment donné, on diplôme ou on ne diplôme pas. Et bien sûr que cette question sommative, elle est liée à la première. On ne peut pas faire une évaluation sommative intelligente si on n'a pas clarifié pourquoi on veut enseigner, qu'est-ce qu'on veut enseigner, comment on veut enseigner, et qu'on se posait ces questions et qu'on y a vraiment répondu, sincèrement répondu. Parce que les deux vont bien évidemment ensemble. Voilà, je vous remercie. J'ai créé un master en intelligence artificielle et big data à l'Estia, à Biarritz, après avoir créé un master en big data à Nice. Et là, on a été confronté à l'utilisation de l'IA, former des étudiants en l'IA, au-delà de langage Python. Ce qui est notre marque de fabrique, c'est la réalisation d'applications concrètes en IA. Je vais en donner qu'un, un exemple, puis bien sûr l'évacuer rapidement, sauf si après ça vous intéresse. L'exemple type, c'est l'agriculture numérique. Donc c'est des projets dans lesquels on vise, en utilisant des capteurs, en utilisant des drones qui prennent des images, à assurer un bon suivi d'une production. On l'a fait l'année dernière pour les vins de Buzet du côté de Toulouse. Donc assurer qu'il n'y a pas de maladie, d'anomalie, optimiser l'arrosage, ce qui était aussi un point important en utilisant des capteurs. Donc on utilise l'IA, là par exemple, pour l'analyse d'images de drones, qui permet de dire il y a une maladie, il y a une anomalie, etc. C'est un grand projet. C'est aussi un grand projet européen qu'on a déposé avec 3 pays africains et 2 autres pays d'Amérique latine sur l'agriculture numérique, avec chaque fois un département d'agronomie dont on a une expérience. Sur ce projet-là, l'année dernière, par exemple, l'étudiant qui était en stage financé par Google, elle a, par exemple, validé toute l'architecture des capteurs en utilisant ChatGPT. C'est-à-dire, elle a fait son architecture, elle a fait son travail académique universitaire traditionnel, mais après, elle a posé la question à ChatGPT, si tu avais à traiter ce problème, quel type d'architecture, pourquoi ces capteurs et pas cela, etc. Donc, comparaison, et il y avait une bonne adéquation, une bonne interaction avec elle. Donc voilà un exemple très concret. Deuxième exemple concret, c'est un projet en devenir avec, il y a Jean-François pas loin, oui, avec un autre collègue de Panthéon-Sorbonne, de la Miage, qui est Camille Salinessi. On va réaliser un MOOC qui sera gratuit sur Fun, qui s'appelle Prompt You, Prompt University ou Prompt You, vous, c'est quand vous voulez, avec 10 profs d'université dans 10 disciplines différentes, l'utilisation de ChatGPT. Alors si vous me demandez du recul, on ne l'a pas, mais c'est un projet qu'on a déposé à plusieurs sources de financement
On est quasi certain de l'avoir et en 2024, il sera opérationnel. Et là, je voulais faire une remarque rapide parce que c'est une notion importante. C'est ce triptyque données, information, connaissance qui est à la base de tout apprentissage. Voilà. Vous maîtrisez l'anglais, vous maîtrisez une langue étrangère, vous avez une sacrée connaissance. Et puis on voit l'utilisation de ChatGPT pour traduire une phrase dans 80 langues, etc. Donc vous voyez la distinction, les data, l'information et la connaissance. Qu'est-ce que je vais pouvoir dériver de ces data sur une langue étrangère, c'est vite de vous montrer. Mais aujourd'hui, ChatGPT, par exemple, transforme le web, ou transforme les données du web dans une base d'information. Une base d'information, l'information, c'est tout ce que je vais pouvoir déduire d'un ensemble de data. C'est la mise en œuvre de l'intelligence synthétique, être capable de faire des synthèses. Ce qu'on demande à tout étudiant à l'université, quelle que soit sa discipline, c'est de faire un état de l'art, que ce soit pour une thèse ou que ce soit pour un projet de master. Luc, Julia vous a dit il n'y a pas très longtemps, l'IA c'est une boîte à outils. Et ChatGPT, il le dit lui-même, c'est un outil disruptif. C'est un outil qui arrive, donc, comme mes collègues l'ont pu le dire tout à l'heure, ben c'est un outil que tous les étudiants vont s'approprier. Et j'allais dire que tous les professeurs se doivent de s'approprier et d'utiliser avec des fins particulières. Vous pouvez faire de la création d'images magnifiques, passe. Ça, c'est une remarque sur les datas du web. Souvent, dans des débats auxquels j'ai pu participer, des tables rondes, la qualité des données sur le web. De plus en plus garbage, de plus en plus de fake, de plus en plus de données qui ne sont pas forcément de qualité. Et aujourd'hui, ChatGPT et cette IA générative ne travaillent que sur des données enregistrées dans le web. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, depuis Socrate on le sait, que toutes les connaissances acquises peuvent être traduites par du texte. La connaissance ne l'est pas. Elle n'est pas limitée à la data, elle n'est pas limitée au texte. Mais en plus, les datas peuvent être vérolées. Donc, là, il y a une notion de garbage in, garbage out. Voilà, ChatGPT va sortir la poubelle, des éléments de poubelle, de la poubelle, etc. L'ambition, et c'est clair, et ce seront les nouvelles versions qui vont arriver avec la qualité des résultats, éviter les plagiats, respecter le copyright, etc. C'est garbage in et gospel out. J'ai demandé à ChatGPT quelles sont les 3 dimensions, c'était normal. J'aurais pu faire le transparent en utilisant uniquement ChatGPT, je n'ai pas osé. Mais le précédent, vas-y, regarde, j'ai posé la question, quelles sont les 3 tendances, le futur de l'enseignement supérieur. J'ai noté là-dedans, dans sa réponse, 2 éléments que je vais utiliser, et les autres pas forcément. Vous voyez qu'il y a l'apport personnalisé à l'éducation, c'est considérer que l'étudiant est un être individuel, qui n'a pas le même contexte de connaissance que son voisin, forcément, et de moins en moins d'ailleurs au futur, ben, il va falloir peut-être l'assister. Puis le troisième point, c'est là aussi la capacité d'adapter, de personnaliser une formation. Et notamment dans tout ce qui est en ligne, puisqu'on a lancé aussi nos masters en ligne. Pour nous, c'est un concept. Il y a même un thésard qui est ici, Sergio, qui travaille avec Fun sur l'analyse des traces vidéo de l'apprenant, de façon à générer des indicateurs pour lui, pour le prof, de façon à améliorer, assurer sa réussite. Alors on peut passer. Donc 6W6P, le tuteur numérique individualisé, on l'a entendu ce matin, et puis cette notion de basculement sur laquelle je vais revenir. Et on pourra débattre sur cette évolution qui va bien au-delà. ChatGPT n'est qu'une brique, n'est qu'une étape dans une évolution où l'homme demain est en train de se construire un homme numérique, un artefact. Vas-y. Donc, les 6W. Et ça, c'est un débat que j'ai eu aussi avec le responsable du master de journalisme à l'université de Nice, Côte d'Azur. Ils sont 2, il y a Olivier Théran et Jacques Harry-Sobic. Jacques et Olivier, on a fait un débat entre nous, on a bien discuté, on a passé une après-midi. L'utilisation de ChatGPT dans le journalisme, on voit bien que là, il y a un sacré débat dans un master de journalisme, et puis, bien sûr, en informatique, et on a dialogué. Et on était arrivé à cette logique-là, les 6 W. Les 3 premiers W, c'est who, where, when, c'est toutes les traces que l'on laisse sur Internet, c'est notre jumeau numérique. Maintenant, Internet, c'est tout de nous. Voilà. On est rentré dans l'ère de la traçabilité absolue des objets, des personnes. On sait tout de nous. Les faits sont sur Internet. Donc, et pareil pour le journaliste, pareil pour le prof. Tout à l'heure, on a vu Jean-François, il dit voilà tel concept, ben, ce concept,
Il y a N manuels sur Internet qui vont vous le présenter. Par contre, il y a d'autres W, c'est what. Derrière ce concept ou derrière cette notion, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il faut aller peut-être plus loin, il faut analyser. Les deux objectifs font partie de l'analyse. Et c'est là que ChatGPT d'ailleurs va être très utile pour aider l'analyse, comme on l'a bien compris tout à l'heure dans les exemples en littérature et en mathématiques. Donc ça, c'est les deux what et why. Et puis, et ça reste toujours d'actualité tant qu'on n'a pas des garanties sur les sources, c'est la qualité du résultat, la fiabilité du résultat, On a parlé d'hallucination, mais sans rentrer dans l'hallucination, en quoi ce résultat lui-même, il peut être, entre guillemets, certifié, ce qui est un besoin dans le monde académique, citer ses sources et référencer ce que l'on écrit. Donc ces trois derniers W sont au cœur de l'enseignement numérique du futur, l'analyse et la qualité des résultats. Sur l'apprentissage, ça a été dit d'autres manières, mais les CIP, là c'est aussi avec un collègue de médecine qui me disait, Serge, le futur en médecine, c'est un prof qui s'appelle Pascal Stassini, qui est à la fois médecin et informaticien, ce qui est assez rare. Il est prof à la fac de médecine à Nice. Ben, on a travaillé là ensemble et on est arrivé au 6P qui est valable en médecine, mais qui est valable aussi pour nous. Prédiction, prévention, personnalisation, notamment quand un étudiant apprend, ben, pouvoir prédire s'il va à l'échec, prévenir les difficultés, personnaliser la formation, chacun a un contexte différent, surtout les téléapprenants. Apporter des explications, des preuves, c'est ce qu'on attend aussi. Le prompt, on va y venir, on a bien discuté du prompt tout à l'heure. C'est être capable de poser des bonnes questions. Poser la question, c'est déjà un premier pas vers un bon résultat. Et puis, pour nous en informatique, on a rajouté l'importance de l'apprentissage, du projet. L'apprentissage par projet, c'est quelque chose de fondamental. Et là, ChatGPT, je vous l'ai dit sur l'exemple d'agriculture numérique au tout début, peut aider. Suivant. Donc, deuxième composante, elle a été dite, le tuteur numérique virtuel. C'est-à-dire, je suis convaincu que demain, à la lumière même de ce que j'ai entendu ce matin, tout étudiant aura un tuteur numérique. Tout étudiant aura un tuteur virtuel. Utilisant ChatGPT ou équivalent, un BART, peu importe, mais ça fait partie du profil de tout étudiant après 12 ans, parce qu'avant 12 ans, il faut leur interdire l'écran, mais à partir de 12 ans, c'est l'utilisation systématique, quelle que soit la discipline, l'étudiant il sera doté d'un assistant. On retrouve l'idée du Moyen-Âge où l'apprenant avait un tuteur physique, et surtout dans le monde du téléenseignement. Alors, par exemple, la Khan Academy, il y a 2 mois, a systématisé l'utilisation d'un tuteur dans l'apprentissage de ces cours en ligne. Nous-mêmes, on a créé un projet, une plateforme pour l'enseignement de notre master, où systématiquement, sur chaque slide, il y a génération d'exercices, génération de quiz, génération d'exemples, si l'étudiant le demande. Et donc, la troisième dimension, c'est que si on regarde l'enseignement depuis le Moyen-Âge, vous voyez, ça c'était... il faisait chaud peut-être, hein, le moment où on a discuté de ce point-là avec Olivier Théran, mais c'était une idée qui me paraît fondamentale, c'est-à-dire que tout l'enseignement, quelque part, est basé sur un triptyque. J'ai privilégié question-réponse, et il y a bien sûr l'interaction. Mais je vais garder le couple question-réponse. L'interaction, on la laisse de côté, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir une interaction virtuelle, réelle. Ça fait partie de tout apprentissage. On a des étudiants qui disent, sans interaction avec le prof, je ne veux pas apprendre. Voilà un bouquin, voilà un mot, débrouille-toi. Non, il me faut interagir. Je refuse d'apprendre. Ça existe aussi. Donc, l'interaction fait partie, et c'est là aussi que ChatGPT, comme je viens de vous le dire, aura un rôle à jouer. Mais je reviens sur ce couple question-réponse. Et là, il y a un véritable basculement depuis le Moyen-Âge, où on demandait aux étudiants systématiquement de construire des réponses à partir des problèmes, des questions que l'on avait. Et le travail était à faire par l'étudiant, la synthèse était à faire par l'étudiant, vers, on l'a bien vu ce matin, le basculement vers la question, vers le prompt. Au point que le métier le plus demandé aujourd'hui aux États-Unis, c'est ingénieur du prompt, prompt engineer, prompt engineering. Donc c'est le métier le plus demandé, notamment en marketing. On recherche des prompt engineers, c'est le métier numéro 1 aujourd'hui le plus demandé aux États-Unis. Donc l'ingénieur du prompt, c'est-à-dire savoir écrire des prompts,
Comme on l'a vu, il y a pas mal de méthodes. Vous tapez sur Internet pour bien créer un prompt. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On a même, nous, écrit les 10 commandements de la bonne écriture d'un prompt. Voilà, donc on peut y aller. Donc, le futur, il s'agira de bien prompter. Il ne faut pas se priver. C'est-à-dire que, là, j'ai indiqué, il y a 25 000 mots possibles dans le prompt. C'est-à-dire vous pouvez mettre un document complet. Ça, c'est l'étudiant qui doit faire une synthèse d'un article. On a vu qu'avec GPT-4 et l'interface PDF, il balance un article, il dit donne-moi, il demande gentiment à ChatGPT, donne-moi les 3 idées les plus importantes de cet article. Voilà, donc ça va le faciliter. Après, si il est intéressé par la réponse, il veut l'affiner personnellement avec l'article, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, le prompt, c'est quelque chose, c'est un texte. C'est aussi pas simplement que du texte, ça peut être des images, des graphiques, des tableaux. Un autre exemple, on a fait aussi un séminaire cette année sur l'IA, sur un prof de marketing de Nice, a montré comment il a écrit un business plan complet d'une entreprise en utilisant ChatGPT. Il donne un premier tableau et puis il affine. Là, tu t'es trompé, là, j'aimerais mettre un peu plus, un peu moins. Et plus intéressant, je me suis même amusé à le faire, bien sûr, pour tester, c'est la possibilité de générer un tableau Excel. C'est-à-dire que le tableau que l'on obtient, on dit, bon, je n'aime pas trop changer, je ne veux pas vérifier systématiquement s'il a bien fait les calculs. On va augmenter le nombre de profs, quelle est l'incidence sur le business plan ou le nombre d'ingénieurs. Voilà. Et donc ça, on veut passer dans un tableur, ChatGPT vous génère le tableur. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de domaine économique, j'ai voulu parler d'agriculture, un peu de santé et puis là de management, pour dire qu'il n'y a pas un domaine d'activité d'enseignement qui ne va pas être impacté par l'utilisation de ChatGPT. Voilà. Et puis je crois que là c'est une méthode en passe. Voilà, ça c'est juste le petit clin d'œil sur ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a proposé avec Camille Salinessi, qui est prof en MIAGE à la Sorbonne et qui est vice-président, je crois, des relations internationales, sur ce projet avec une dizaine de collègues. On va impliquer des étudiants, bien évidemment. Ça, c'est notre travail de l'année qui vient. Et puis, ça doit être un MOOC l'année suivante. Voilà, merci. Merci. Je voudrais vous poser une question par rapport à cet art du prompt et par rapport à une approche par compétence. Est-ce que vous savez s'il existe une liste des prérequis nécessaires? Je pense à PIX, par exemple. Parce que, bon, d'accord, mais enfin, nos étudiants à S1, par exemple, qui arrivent en S1, il y a un niveau assez hétérogène d'approche. Donc, quelle est votre idée sur une approche par compétence, un prérequis général, une sorte de littératie de compétences numériques, je ne sais pas quel mot employer, vous voyez ma question. Les prérequis pour l'enseignement de l'IA? En gros, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait que l'on propose à nos étudiants lorsqu'ils arrivent en S1, de façon comme une propédeutique, pour pouvoir mettre tout le monde à peu près à égalité, pour pouvoir accéder, parce que vous voyez, un collègue ici éminent me dit, mais comment vous faites pour avoir Wolfram, vous voyez, donc voilà. Est-ce qu'il existe une liste des prérequis ou pas? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Non, c'est une question très claire, je réponds, je ne connais pas, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas répondre. J'ai envie de dire aussi, il y a un autre MOOC qui va sortir sur Fun, gratuit, donc sur l'IA par l'exemple. Notre expérience, il doit sortir en septembre-octobre, la date n'est pas fixée, il est fini, mais voilà, il le sera prévu, Fun vous mettra au courant. C'est prévu pour tous les étudiants de France, quelle que soit leur discipline. Ce MOOC avec 2 parcours. Un parcours pour ceux qui auraient des bases scientifiques, qui ne seraient pas réfractaires au mot où il y a une matrice, ou alors ils sont complètement réfractaires en disant je ne veux même pas savoir ce que c'est qu'une matrice. Donc on a fait un MOOC avec 2 parcours. Le parcours scientifique, celui qui a une culture, ou celui qui ne l'a pas du tout et qui refuse. Voilà. Et on a pris un outil et on l'a testé. C'est un outil open source qui est TensorFlow, pour que les étudiants au bout de ce MOOC sachent utiliser TensorFlow, quelle que soit leur discipline. Et on a développé 6 use cases que les étudiants vont parcourir, vont pouvoir faire eux-mêmes. Voilà le use case, voilà les données, voilà le dataset, voilà TensorFlow, on fait même un tuto TensorFlow pour l'utiliser. Vous pouvez refaire. Et alors les 6 domaines, c'est l'agriculture, c'est la santé. On travaille on a des images 2D
de tumeur du cerveau, donc un étudiant peut très bien, et après essayer de dire, vous avez, j'allais dire, adopté un use case qu'on vous propose, maintenant adaptez-le, peut-être pour des données voisines, allez sur Kaggle, cherchez d'autres datasets, voilà. Donc notre approche n'a pas été une approche systémique, un peu comme vous dites, approche par l'exemple, et on l'a testé sur des étudiants de l'IAE, de différentes disciplines. Voilà. Non, et vous avez parlé à un moment de l'art de poser la question. Et je me disais, souvent, depuis toujours, j'ai l'impression, dans notre enseignement, on pose des questions aux élèves et on attend qu'ils y répondent d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que maintenant, on ne pourrait pas leur demander non plus de répondre à des questions, mais d'apprendre à les poser et ça pourrait être un sujet d'évaluation, hein, poser la bonne question. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin, avec ce basculement de l'ère de la réponse à l'ère de la question. C'est-à-dire qu'il faut former les étudiants aujourd'hui à poser les bonnes questions, à prompter. Génial. Voilà. On va essayer. Je partage totalement cette idée. La question un petit peu sous-jacente après tout ça, c'est que entre notre intervenant qui nous dit voilà, il va falloir changer complètement de méthode de travail, c'est le moyen de reconnecter avec une génération, etc. Là, on nous dit aucune activité ne va échapper à ChatGPT. Bon, voilà, on est à l'aube d'un bouleversement profond. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Hein, que ce n'est pas simplement un outil en plus à la panoplie des outils dont on dispose, mais ça va modifier en profondeur la configuration, on va dire, de nos sociétés. Ça va l'impacter avec une force. Alors évidemment, est-ce qu'on rentre quoi? On rentre dans la génération du prompt. On rentre dans vous voyez ce que je veux dire? Comment on peut définir cette vague de fond qui va profondément impacter nos sociétés? Voilà. Comment vous la définiriez? C'est exactement ce que Claire a bien montré ce matin et vient de dire, il y a un basculement dans l'apprentissage de l'ère de la question à l'ère de la réponse à l'ère de la question. C'est un basculement. C'est-à-dire que là, il y a un travail à faire avec chaque étudiant, bien évidemment, à travers chaque cours, chaque discipline, poser les bonnes questions. Donc voilà, ça fait partie de l'évolution, c'est de l'enseignement de manière pour moi indiscutable. Et dans le journalisme, il se posait la même question, en santé, il se posait la même question. Regardez, en santé, vous voyez, de plus en plus, ça c'était l'effet Internet. Quand vous avez un médecin qui vous dit quelque chose, il vous dit hey, sur Internet, j'ai vu ci, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez etc. Déjà, vous interagissez avec le médecin en fonction. Alors là, avec ChatGPT, c'est pire que ça. C'est de dire ChatGPT m'a dit de faire ça, donc monsieur le médecin, veuillez me prescrire ce que ChatGPT a dit. C'est limite, mais, mais on y va. Hein. On y va dans d'autres moyens. Je peux vous donner un autre exemple. Notre master en ligne est présent à Madagascar. On lance un projet qui est impossible en France. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des médecins ici parce que je vais me faire taper sur les doigts. Mais par exemple, c'est toujours avec mon collègue de Nice. Il va encadrer un projet à Madagascar où il y a un désert médical très prononcé. Il y a 80% de la population vit à la campagne. Dans les villages, il n'y a pas beaucoup de médecins, mais il y a des infirmières. Comment construire le concept d'infirmière de télésanté? Sous-entendu, l'infirmière enrichie par ChatGPT et l'IA générative, de façon à ce que cette infirmière soit dotée de moyens venant de ChatGPT. S'il y a des cas critiques, ça peut basculer vers un médecin réel. Mais aujourd'hui, c'est un problème fondamental de désertification médicale. En France, quand il a voulu lancer ce projet, alors qu'il y a de la désertification médicale, on en entend parler, bon, il y a un conseil de l'ordre qui s'est fortement opposé à ce genre de projet. Ben, il va être lancé à Madagascar, par exemple. Donc oui, il y a un basculement. Alors, moi, je pense vraiment qu'il y a un basculement. Il n'est pas que technologique, c'est pas la technologie qui a impulsé ce basculement, mais il vient dans une situation où le sens du travail n'est plus le même, où la vie professionnelle de nos étudiants, je pense qu'on est tous enseignants, on sait tous, n'a rien à voir avec la nôtre, où la façon d'imaginer comment ils vont travailler, où ils vont travailler, combien de temps ils vont travailler, ça a complètement changé. Donc il y a eu le Covid qui a changé complètement la perception du travail à distance, du travail chez soi. Donc il y a tout un faisceau de forces très importantes. Moi je suis en sciences sociales, donc on aime bien voir le contexte, quoi, et qui font que ChatGPT plus tout le reste, oui,
si on ne se remet pas en cause, nos amphis vont être encore plus vides et on aura encore plus de problèmes à régler. Donc il faut trouver des solutions. Et je pense que c'est fondamentalement un problème politique, donc dans le sens noble du terme. C'est un problème qui doit être... Enfin, nous, c'est très bien qu'on soit ici grâce à Fun pour en discuter, mais il faut absolument que ça soit une discussion de société. Qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants au collège, au lycée, à l'université, pourquoi, comment, etc. Dernier point, on va voir arriver les cerveaux des gamins qui ont été abreuvés de TikTok pendant des années. On ne les a pas encore, nous, à l'université, vous allez les avoir bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Et si on ne se remet pas en cause complètement, on va les perdre. Enfin, et ça sera de notre faute, parce qu'on n'aura pas fait notre job. Jean-François, peut-être. Mais je voulais juste rajouter par rapport à ça, et ce qu'avait dit Bernard tout à l'heure, pour avoir traversé, par exemple, l'enseignement à l'université, je vais parler de celui-là, je vais parler au-delà, à 20 ans, la durée d'attention des élèves a fortement baissé. C'est-à-dire, quand on faisait un cours il y a 20 ans, allez, je dirais, il fallait une interruption, je ne l'ai pas calculé, hein, mais je dirais un ordre de grandeur, toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure. Il fallait qu'il y ait des exercices pour appliquer, sinon l'amphi se vide, sinon les étudiants s'endorment, etc. Donc il fallait qu'il y ait une rupture dans le monologue, allez, toutes les demi-heures. Je sais pas quel magistral. Aujourd'hui, c'est vraiment toutes les 5 minutes. C'est-à-dire le même cours, il faut qu'au bout de 5 minutes, vous avez présenté un concept et immédiatement, il faut qu'il y ait une interaction. Sinon, l'attention, elle se part. Sinon, c'est, j'allais dire, la durée d'attention de TikTok qui arrive, quoi. Les gens, ils se disent, en 5 minutes, je dois voir l'histoire. Donc, il faut changer complètement les interactions. Imaginez ça. ChatGPT, il concourt très bien. C'est un bon outil pour ça, pour provoquer des interactions avec des réponses immédiates. On n'entend pas la réponse 1 heure après, on l'a dans les secondes. Et justement, pour revenir sur la question initiale, ChatGPT, en effet, c'est disruptif. Et dans quelle mesure c'est disruptif? Qu'est-ce que ça a changé? Parce que finalement, l'IA, elle est là depuis très longtemps. Ce que ChatGPT, et on parle de l'art du prompt, ChatGPT, en fait, nous permet de dialoguer avec lui. Avant, il y avait Internet et Google, on posait notre question à Google, il y avait une réponse, on n'était pas content, c'était à nous de reformuler notre question tout seul, en autonomie. Là, ChatGPT, on peut lui dire, non, je ne suis pas tout à fait satisfait de ta réponse, comment tu pourrais la diriger dans tel ou tel sens. Et c'est ça la vraie révolution de ChatGPT. C'est qu'on peut dialoguer avec lui et on peut même lui demander mais quelle question je dois te poser pour aller dans telle direction de réponse. Moi, parfois, je fais du reverse prompt, c'est-à-dire je lui donne la réponse et je lui dis quelle question faut-il que je te pose pour avoir tel type de réponse. Et comme ça, voilà, j'apprends avec lui. Et en fait, c'est ça la vraie révolution de ChatGPT, c'est le dialogue. Oui, bonjour. Alors merci beaucoup pour toutes vos interventions très intéressantes. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'évaluation sommative. À l'université, la question qui se pose vraiment dès maintenant, c'est la réglementation. Parce qu'on est d'accord, sinon on ne serait pas là, sur le fait qu'il faut intégrer maintenant ces outils dans nos pratiques d'enseignement, d'évaluation formative, mais très concrètement, si on ne veut pas aller jusqu'à l'interdiction qui est un petit peu illusoire, comment on fait pour déterminer l'éventuelle fraude, le cadrage ou la reformulation de nos sujets d'examen, etc. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces pistes? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner à ce sujet? Il y a des sites qui permettent de détecter le plagiat. Je pense à GPT-0, je pense aussi à copier la réponse de l'élève et la rentrer dans GPT en lui demandant si c'est lui qui a écrit cette phrase. Ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. Je pense qu'effectivement, la solution, elle est d'en repenser nos situations d'évaluation. Et je parle bien de situation. Je pense qu'il faut vraiment arriver à mettre l'élève dans ce qu'on appelait il y a quelque temps déjà une tâche complexe. Quand ils sont en train de réaliser quelque chose, ils peuvent se servir d'Internet comme de GPT pour trouver des briques de ce mur qu'ils vont construire. Et donc on va évaluer plutôt la tâche finale et de quelle manière ils ont procédé pour aboutir à cette tâche. Et donc la réponse, à mon sens, c'est vraiment dans le fait de repenser nos évaluations. Voilà, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si nos évaluations, c'est des connaissances, là c'est raté, parce que GPT, il a de très bonnes connaissances. Voilà. Tout le monde se pose la question que vous posez. Il y en a qui préconisent revenir à l'oral.
Alors ça c'est bien, mais quand on a 500 étudiants, ben voilà, on a tous la même question. Il y a des solutions qui vont tourner autour des études de cas et d'analyse de cas, parce que là, à un certain niveau, même s'ils utilisent ChatGPT, s'ils sont à distance, c'est vraiment uniquement le raisonnement critique qu'on va évaluer. Moi, je l'ai fait avec des étudiants de Master 2. On a vraiment une évaluation qui est possible. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé, d'ailleurs je leur dis utiliser ChatGPT, je leur dis pas surtout ne pas l'utiliser, je dis faites-le. Mais comme moi, ce que je vais évaluer, c'est l'analyse critique qu'ils ont réalisée à partir des données qu'ils ont collectées. On voit s'ils ont vraiment compris. Et donc, on peut avoir une évaluation qui soit, je pense, satisfaisante. Et puis, il y a des collègues qui disent papier-crayon avec caméra au-dessus des gens en mitraillette à la sortie. Et puis, celui qui triche, on le fusille tout de suite, de façon à donner l'exemple. Mais avec le micro, c'est global. Alors, comment on adapte une réglementation au niveau global? Ça, c'est aujourd'hui à l'université, c'est très compliqué. Que ça ne peut être que par des négociations, on ne peut pas imposer. Alors, si, il y a des cas de figure, des diplômes d'État, de diplômes qui sont un peu spécifiques. Mais quand on est dans le master X, Y ou Z, c'est pour ça que j'insistais sur les compétences d'évaluation. C'est que si tu as défini dans ton master des compétences précises, que tu as bien écrit des vraies compétences, bah, tu as mis en face des évaluations qui correspondent à tes compétences et tu dis ça, ça et ça, c'est du contrôle continu, ça c'est le stage, et ce petit truc à la fin, c'est l'évaluation sommative où ils sont 400 dans l'amphi, et donc on a limité les dégâts. Mais donc ça demande d'avoir la jonction entre, je ne crois pas qu'on puisse faire autrement, entre les objectifs. Ça paraît quand même étonnant de dire qu'on a évalué pendant très longtemps sans avoir défini clairement des objectifs. Mais c'est ce qu'on fait, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Donc là, si on a des objectifs clairs, avec des compétences claires, on peut clairement dire cette compétence, elle ne peut pas être évaluée sur table avec un QCM, c'est pas possible. Donc on va faire autre chose. Mais je suis sûr de ne pas être complètement ni rassurant, ni complet. Oui, bonjour. Hier matin, j'ai assisté à la première conférence qui avait lieu ici, c'était sur la souveraineté numérique, et on nous disait quelle alternative à ChatGPT. Or, depuis, je n'entends parler que de ChatGPT. Est-ce que vous ne croyez pas que toute notre connaissance, elle va partir aux États-Unis en particulier, et nous revenir comme un boomerang avec des universités privées, et que nous, universités publiques, et ben, tout notre savoir il soit bouffé par les autres. Voilà. Moi, je dirais qu'il y a des disciplines où la question ne se pose même pas. Je veux dire, en maths, les concepts sont clairement définis et sont identiques, que ce soit de n'importe quel côté de l'Atlantique. Et en informatique, souvent, on partage nos codes. Donc là aussi, la question ne se pose pas. Donc pour les autres disciplines où je suis complètement incompétent, là, la question va se poser en effet pour le copyright. Mais après, je pense que si on va vers une économie plus collaborative et l'éducation libre, à l'université, c'est pas vraiment un problème. Sauf à moins de s'approprier une œuvre et de dire que c'est notre création, ça c'est un autre problème. Mais je pense qu'il y a bon nombre de disciplines, je ne peux pas dire la majorité ou la minorité, je n'en sais rien, mais il y a des disciplines où cette question ne se posera pas. En tout cas, la question est très importante. Et le point qui me paraît pour moi fondamental, c'est que demain, un outil comme ChatGPT, qui est devenu un terme générique aujourd'hui pour l'IA générative, je peux entendre Bard, je peux entendre Google, je peux entendre Baidu, les Chinois aussi s'y sont mis, donc c'est génératif. Le futur appartient à l'open source. C'est-à-dire que le futur d'une plateforme de ce type, comme Internet, ne doit pas être la propriété d'une boîte privée. Point. Ça, c'est ma vision, parce que sinon, toutes les dérives sont possibles. Demain, vous posez une question à ChatGPT, vous aurez la publicité pour le restaurant le plus proche du dock, parce que vous aimez bien les pizzerias, il y a une pizza à 100 mètres, c'est pas vrai, je dis ça, mais voilà, demain, il y aura toutes les dérives possibles, business, que l'on peut imaginer si ça reste l'apanage du privé. Ça, c'est ma vision. Donc, il y aura un ChatGPT open source demain. Oui, c'est une question essentielle. Hein. Pour compléter la question, la réponse, il y a les data, il y a l'algo. Avec les data, il faut que, c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, qu'il y ait des initiatives françaises, européennes pour développer le volume des données. Et il y en a plein qui commencent à voir le jour, mais pour lutter contre Microsoft et Google, il faut qu'on ait énormément de données.
Donc il faut qu'on commence à faire ce travail sérieusement et au niveau européen, c'est évident. Donc ça, c'est une première chose. Pour les algos, ça se diffuse quand ils sont open source, ils ne le sont pas tous, loin de là. OpenAI ne l'est absolument pas pour l'instant, mais ça peut modifier. Et il y a des initiatives comme Bloom qui sont des initiatives européennes. Donc on a les outils, puis on sait, pour se rassurer entre guillemets, que les ingénieurs français sont très bons, les spécialistes d'IA sont très bons, donc on a les compétences. Donc la bataille n'est pas forcément complètement perdue, mais il faut là aussi, je reviens sur mon dada, il faut que les politiques s'en rendent compte, que si on n'appuie pas et si on ne favorise pas les éléments d'une manière à mettre en commun nos données ouvertes, à diffuser les algos, on va là être dépendant de ce type d'outils. Et que ChatGPT, encore une fois, je ne pourrais plus prononcer son nom, mais le coup de génie de Microsoft, c'est que, vous voyez, on ne parle que d'eux, et c'est voulu, ils ont construit ça pour ça, ils ont monté tout leur dispositif pour que tous les tests de leur affaire leur permettent d'apprendre à leurs algos, etc. Donc ils sont très très forts. Donc il faut être, nous, unis et politiquement plus éthiques pour essayer de pouvoir contrôler un peu ce sujet-là. Alors, 2 remarques additionnelles par rapport à ça aussi. Bon, Microsoft, on vient de parler. Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. Qu'est-ce que ça veut dire investir 10 milliards de dollars dans une start-up? On croirait un joueur de foot qui signe en Arabie Saoudite presque. Mais 10 milliards de dollars, ça veut dire que je prends le contrôle. C'est-à-dire que OpenAI est contrôlé aujourd'hui par Microsoft, c'est le produit Microsoft. La preuve, c'est que Bing propose GPT-4 gratuitement, comme par hasard. Donc, voilà, déjà, c'est Microsoft qui contrôle ChatGPT, point. 2, ce qui me paraissait aussi important en filigrane de la question et de l'open source, on a parlé de Bloom, c'est qu'au cœur de ChatGPT, il y a le concept de transformer. Les transformers, c'est, pour faire simple, le calcul statistique sur la probabilité du mot suivant qui va suivre le mot qui vient de sortir. Donc, sachez que ChatGPT fait 175 milliards de calculs pour connaître le mot suivant, quand on entend 175 milliards de variables. Ce concept de transformer, ça a été inventé, entre guillemets, par Google, qui l'a mis open source il y a 5 ans, et qui est au cœur de ChatGPT. Donc, ce qui est au cœur du moteur ChatGPT est open source aujourd'hui. Voilà. Remarque en passant. Bonjour, je me projette peut-être un petit peu, mais là on a vu depuis quelques mois avec ChatGPT et les IA génératives qui ont été mises en avant dans le débat public, ça pose aussi en quelque sorte la question de comment la société, le monde du travail aussi va s'emparer de ces IA, avec la question derrière de la transformation potentielle des métiers et tout. Donc la question que je vais vous poser, c'est un petit peu, si les métiers se transforment, les formations devraient peut-être se transformer aussi. Donc est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez en tête? Est-ce qu'il y a une importance aussi peut-être de sensibiliser le plus tôt possible enseignants, étudiants, voire élèves? Parce qu'en quelque sorte, la transformation, elle est là. Donc voilà ce débat un petit peu de projeter de la transformation du métier et comment ça peut venir en effet boomerang derrière au sein de l'université ou des écoles. Il y a eu une étude récente, Goldman Sachs, qui montrait que 300 millions d'emplois dans le monde étaient menacés par ChatGPT. Voilà, c'est un petit chiffre qui a été donné récemment. Mais derrière ça, les métiers vont tous évoluer. Quel que soit le métier, je dirais, il y aura besoin de l'expertise. Il y aura besoin toujours d'experts. Donc, l'expert, il va être doté d'un assistant numérique très puissant. Voilà comment on doit l'entendre. Et que vous êtes travaillé en marketing, les marketeurs ont très peur en ce moment dans le design. Je fais exprès de montrer 2-3 images, création d'images en quelques secondes, absolument magnifique, d'ailleurs qui pose problème de propriété intellectuelle, du copyright éventuel, propriété, tout ce qu'on veut. Mais derrière ça, le métier de designer, par exemple, dans le marketing, j'ai vu une boîte que je ne citerai pas, c'est une start-up, elle avait une vingtaine de marketeurs, elle n'en a gardé que 10. Elle a divisé par 2 le nombre de marketeurs parce qu'elle estime que le travail peut être fait par les 10 experts en utilisant ChatGPT. Donc ça, c'est pas des choses, c'est des choses réelles qui vont se poser, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître et puis des métiers qui vont apparaître. On a parlé déjà de prompt engineer, de prompt, on peut l'appeler comme on veut, artiste, de prompt ce que vous voulez, mais vous allez avoir une expertise métier, des nouveaux métiers vont apparaître. Voilà. Et tous les métiers dans lesquels l'empathie et l'interaction est importante, je parle de l'enseignant, je parle du médecin,
pour moi, ils ne vont absolument pas être impactés. On a toujours besoin, y compris au cœur de l'enseignement, d'une interaction. Alors avec virtuel, monsieur ChatGPT ou un prof, le besoin d'interaction, il est là. Donc, et pareil pour le médecin, on n'a pas envie de recevoir un SMS qui nous dit qu'on a une catastrophe qui nous attend. Voilà. Donc l'empathie est au cœur de certains métiers. ChatGPT est loin de l'empathie comme l'IA de manière générale. Oui, c'est la question de l'affect. Hein. On le sait quand on est enseignant, tout ce qui passe par la voix, par le geste ou le paraverbal, et puis tout ce que GPT ne pourra pas faire, hein, je crois. Pour l'instant. Alors, il y a, donc pour répondre aussi à la question, oui, on tient compte à l'université des études sur les prospectives des métiers. Il y en a plein qui sortent en ce moment, elles sont toutes contestées pour aller un peu vite sur l'impact, la nature de l'impact, etc. Mais oui, on en tient compte à chaque fois qu'on va remodeler notre fameux LMD pour les universités, pardon, on tient compte de ces aspects-là. Et c'est évident qu'il va y avoir des changements profonds dans les futurs métiers et que ces changements profonds, on doit plus ou moins les retrouver dans nos formations. Et là, ça repose la question, mon dada, hein, de dire, bon, quel est notre rôle à nous? Est-ce qu'on est là pour pouvoir mettre de la marchandise d'étudiants directement exploitable et pour un temps court, ou est-ce qu'on est là pour former des gens plutôt à long terme? Et quel est le rôle de chacun dans ce travail-là? Donc il y a des questions qui se posent là-dessus. Je veux dire que les compétences court terme ne sont pas les mêmes que les compétences long terme, et que donc ça, il va falloir aussi échanger ou travailler sur ces sujets. Mais oui, le comptable de base, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Donc il y a aussi un dernier élément, c'est que la technologie, là on est sur le hype cycle, hein, dans le haut de tout le monde, le gros buzz. Maintenant, il faut que les outils arrivent réellement utilisables en entreprise. On sait que ça va prendre quelques temps. Qu'est-ce que c'est, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais au moment où tous ces outils vont arriver de manière réelle et productive dans les entreprises, moi j'ai fait des tests avec un outil d'IA générative pour faire du contrôle de gestion basique. Il fait tout très bien. Donc on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un, il faut quelqu'un pour vérifier. C'est-à-dire que le niveau de compétence qui est le niveau bas, je dirais, d'une sortie d'études du supérieur, il est très bien complètement remplacé par ce type d'outil. Il reste, ce que disait Serge, le niveau haut, qui est quelqu'un qui est capable d'analyser, de critiquer, de contrôler, etc. Mais on a une couche de nos formations qui peuvent être grandement en difficulté, à condition que ces outils soient réellement opérationnels, plus fiables, accessibles, etc. Et puis ça pose aussi des problèmes de société, c'est-à-dire que si ChatGPT remplace, comme le crie OpenAI, je ne sais pas combien de millions de personnes, d'un point de vue économique, il se passe quoi? C'est-à-dire qui profite de la rentabilité qui a été générée par un outil? Il y a quand même, ça c'est pas une idée révolutionnaire, hein, de plus en plus de gens se disent, il va falloir quand même un jour qu'on taxe le travail, qu'on taxe aussi d'une certaine manière des outils, parce que sinon on ne pourra plus s'en sortir. On ne pourra plus avoir une société équilibrée si à chaque fois que Microsoft invente un nouveau outil, il est de plus en plus riche et qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent et qu'il y a de moins en moins de gens qui ont de quoi acheter les produits de Microsoft. Il va falloir qu'on règle quand même un jour cette problématique-là. Du coup, peut-être c'est vraiment important de former les élèves aussi à tout ça. Je pense à la cité scolaire de Paul Valéry, où on a les lundis de l'IA une fois par mois, et voilà, on a des gens qui veulent bien venir faire des conférences pour nous, et les élèves sont invités justement. Alors on n'en a pas beaucoup, mais on en a de plus en plus, et c'est important, je pense, de les former. Et du coup, je rebondis, Bernard, sur une question quelque chose que tu as évoqué, tu as parlé d'explicabilité. Tu as dit que c'était très important d'expliquer finalement comment ça fonctionne. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément à l'esprit lorsque j'utilise un site avec des élèves de 6e ou de 1e. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion d'explicabilité? Alors, c'est peut-être Serge qui serait Alors, moi, avec ce que nous, on utilise, quand on utilise une IA, moi j'utilise du machine learning, des réseaux de neurones, soit l'IA, on est capable de comprendre comment elle a pris cette décision. Je n'ai pas attribué ce prêt à telle personne à cause de son âge, de son niveau de revenu et de son métier. Et puis il vous dit, voilà le pourcentage qui est attribué à l'âge, au métier, etc. Donc ça, c'est de l'explicabilité qui est interne à l'algo.
Et après, dès qu'on est dans des choses qui sont un peu plus compliquées, ce type de choses ne marche pas. C'est-à-dire qu'on fait tourner l'algo, il sort un résultat, et on ne sait pas pourquoi. Hein, on ne comprend pas pourquoi. Ben, nous, c'était un truc d'archéologie, c'était moins grave, mais on ne savait pas pourquoi il avait dit que tel os était un os de renne et pas un os de rhinocéros. Bon. Donc dans ce cas-là, on fait tourner un autre modèle d'IA qui essaie de comprendre ce que le premier a fait. Donc il le fait très intelligemment, il fait des variations sur les entrées et il étudie les variations sur les sorties. Donc et là, on sait comment ça marche, donc on comprend comment le deuxième modèle fonctionne et on le fait tourner sur le premier pour qu'il nous dise, ben voilà, le premier, il a décidé ça pour telle et telle raison. C'est toujours des probabilités, donc c'est toujours des pourcentages. Mais c'est important de l'expliquer aux élèves, tu penses? Ah bah oui, parce que si vous dites, et c'est d'ailleurs important, en ce moment aux États-Unis, il commence à y avoir des problèmes sur l'aspect juridique, qui commencent à utiliser des outils d'IA sur des décisions de justice. Si vous dites à quelqu'un, vous êtes condamné, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, on est quand même... Et puis en RH, on utilise aussi, hein, monsieur, voilà, bonjour, voilà votre chèque, vous êtes viré, pourquoi? Bah, je ne peux pas vous dire, j'ai pas compris, mais l'IA, il a dit qu'il fallait vous virer. Donc on vous sens. Voilà, oui. Ça perd du sens. Là-dessus, je crois que Google, qui a licencié 12 000 personnes, ça a été fait en grande partie par l'IA. Donc ils ont utilisé leurs outils pour identifier les personnes. Mais l'explicabilité, il y a aussi là d'un point de vue théorique, il y a deux grandes écoles de l'IA, sans rentrer dans un détail de cours. L'IA symbolique, les symboles, pour faire simple, Prologue en France, puisque c'est un des grands langage de référence fait à l'Université de Marseille, SIA, alors B, donc un paquet de règles pour traduire l'intelligence. On en a montré les limites, c'est l'IA symbolique. Mais on explique que le résultat est obtenu, le prêt a été refusé parce que voilà, on a appliqué telle règle. Donc ça c'est l'IA qui introduit l'explication. L'IA basée sur les réseaux de neurones, notamment ChatGPT, est basée sur les réseaux de neurones, n'a aucune explication, ne donne aucune explication. C'est-à-dire, par principe, ce moteur ne donne pas. Et si je parle à les plus grands spécialistes internationaux, si vous posez la question à Luc Julia, sur sa vision du futur, et il a dit dans une des questions lors d'un séminaire récent, je ne sais pas s'il l'a dit là, mais il l'a dit il y a quelques jours à Biarritz, c'était le futur sera hybride. On aura les deux moteurs qui vont s'imbriquer. Le moteur deep learning, le moteur symbolique, le moteur connexionniste, on appelle connexionniste deep learning par référence au cerveau. Donc ces deux grandes écoles de l'IA, le connexionnisme et le symbolique, vont créer des modèles hybrides support de l'explicabilité. Aujourd'hui, le deep learning n'explique pas. Donc, et on demande toujours à un étudiant ou à un médecin, un financier encore plus, mais un médecin de justifier ses sources, de ne pas faire de plagiat, de bien citer ses sources, de faire un état de l'art rigoureux, d'où vient le résultat qu'il propose, la classification qu'il propose, pourquoi, comment, les sources. Avec ChatGPT, vous n'en aurez pas aujourd'hui.